Sur le chapitre 12, il y a 4 délibérations. Sur la première délibération, je crois qu'il y a un souhait de débat. Merci. La parole est à Odile Morin. Oui, Monsieur le Président, quelques petites difficultés techniques. Chers collègues, donc concernant la stratégie foncière habitat de Toulouse Métropole, en soutien à la production de logements locatifs sociaux, vous proposez d'adapter les règles approuvées en 2018 afin d'augmenter le nombre de logements, le nombre d'opérations éligibles. À ce sujet, nous saluons la préconisation de cession de foncier sur la base de valeurs cibles pour les logements sociaux et nous vous demandons d'ailleurs d'anticiper et d'augmenter les acquisitions de l'EPFL de façon à réserver davantage de foncier qui pourront être cédés à des prix raisonnables aux bailleurs sociaux. Mais nous allons aussi évoquer plusieurs points de divergence sur le taux de logement produit en VFA, sur l'absence de différenciation des aides et des objectifs en fonction des différents territoires de la métropole, sur l'insuffisance de production de logements sociaux et surtout très sociaux, sur les solutions à apporter aux petites communes qui doivent augmenter leur taux SRU tout en respectant la ZAN et sur les résidences dédiées aux personnes âgées et handicapées. Sur le taux de logements produits en VFA, vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire quand les bailleurs sociaux achètent à des promoteurs sur plan, nous regrettons l'absence de signature de la charte de Toulouse Métropole par les promoteurs et nous pensons d'ailleurs qu'il faut encore diminuer le taux de VFA, plus utile finalement aux promoteurs qu'aux bailleurs sociaux. Concernant l'insuffisance de production de logements sociaux et surtout très sociaux, nous continuons à dénoncer le discours qui consiste à dire qu'il faut construire pour loger les 40 000 demandeurs de logements sociaux, alors qu'en fait, vous favorisez la production majoritaire de logements privés, 2 logements sur 3, qui de surcroît ne trouvent pas tous preneurs, tout en assumant de ne produire qu'un seul logement très social sur 10, le seul qui répond pourtant aux besoins de 77% des 40 000 demandeurs de logements sociaux. Et donc en assumant qu'il faudra 39 ans sans nouvelle demande de logement très social pour répondre à la demande existante. Alors travaillons plutôt à des politiques de desserrement du fait métropolitain et cessons de financer une agence d'attractivité pour faire venir davantage de cadres supérieurs à Toulouse, plutôt que de loger à des tarifs abordables les enfants des habitants de Toulouse Métropole. Si nous voulons vraiment répondre à cette demande de logements sociaux, il va falloir aussi différencier les aides et les objectifs en fonction des différents territoires de la métropole, suivant leur niveau d'urbanisation, mais aussi de desserte en transport collectif. Il va aussi falloir résoudre la contradiction à laquelle se confrontent les petites communes qui sont en carence ou en difficulté sur leur taux SRU, c'est-à-dire sur leur production de logements sociaux. On leur demande uniformément de produire 2 logements privés pour un logement social sur des territoires où l'application du ZAN va rendre encore plus difficile la possibilité d'avoir suffisamment de foncier pour répondre à cette exigence, alors qu'il serait préférable dans ces situations-là d'exonérer ces communes de production de logements ne relevant pas de la loi SRU et de réserver le foncier uniquement pour les exigences de la loi SRU, donc pour le logement social. Enfin, concernant les résidences dédiées aux personnes âgées et handicapées, elles se substituent de fait à la production de logements accessibles qui répondent, eux, réellement aux besoins des personnes concernées. Ces résidences dédiées sont dénoncées par les rapports de l'ONU qui les qualifient de mini-institutions et de lieux de ségrégation. De plus, je rappelle que le Conseil d'État a requalifié ces résidences dédiées de la catégorie bâtiment d'habitation collectif à la catégorie URP, c'est-à-dire établissement recevant du public. L'arrêt du Conseil d'État entraînant la fermeture de certains de ces établissements devenus non conformes aux règles de sécurité. Tout ceci devrait d'ailleurs nous amener à travailler plus sérieusement ma proposition de s'emparer de la possibilité de construire avec des permis de construire sans affectation, permettant ainsi de construire des bâtiments réellement évolutifs et qui pourront facilement passer du statut d'établissement recevant du public à celui d'habitation collective et vice-versa. Merci. Merci. D'autres interventions là-dessus? Donc, Karine Thallet-Michelet pour des éléments de réponse. Bien. Mais écoutez, Madame Morin, vous avez dit beaucoup de choses en parlant du coup, évidemment, très très vite. Alors, c'est une technique pour tenir les 2 minutes et demie, je veux bien le comprendre. Mais du coup, c'était très dense et certainement, je ne répondrai d'ailleurs pas à tout, puisque un certain nombre de vos interventions, et nous avons déjà ces discussions en commission Habitat, ne relèvent pas de la délibération, mais simplement de la situation globale et générale de la question du logement, et puis d'un certain nombre de vos positions que nous échangeons donc régulièrement, ici même ou en commission des finances. Je crois qu'aujourd'hui,
en effet, et vraiment la situation se complexifie maintenant. Et je peux attester que, parce que j'ai pris quand même les chiffres, que jusqu'à pratiquement cette année, malgré des années, on le sait, 2020, 2021 et 2022 compliquées, eh bien nous avons tenu les objectifs de production de logements. On le doit d'ailleurs, et il faut rendre à César ce qui est à César, à la ville de Toulouse qui a soutenu cette production de logements, contrairement aux autres villes de la métropole qui, pour certaines, ont été quand même en retrait par rapport aux objectifs qui avaient été fixés dans le PLUIH, certes annulé, mais repris dans notre délibération avec des engagements des communes. Alors, dans tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses, mais j'en ai noté quelques-unes. Notamment, vous plaidez pour une différenciation des objectifs de production en fonction des territoires, de la taille des communes, de leur niveau d'équipement, notamment en transport en commun. Et par exemple, vous avez dit on devrait exonérer certaines communes des obligations de la loi SRU, ou alors vous avez dit très très vite, et c'est moi qui ai mal compris. Je veux simplement vous dire deux choses par rapport à ça. Déjà et aujourd'hui, dans notre document, dans ce qui a fait notre engagement commun, les objectifs, ils sont différenciés en fonction des territoires, en fonction des niveaux d'équipement, en fonction des équipements et de la desserte en transport en commun. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on avait établi, rappelez-vous, des groupes de communes en mettant en effet Toulouse de côté, qui constitue un groupe à elle toute seule, et ensuite les autres étaient territorialisés pour deux raisons. Pour tenir compte de ce que vous dites, c'est-à-dire les niveaux d'équipement en service, en transport en commun, notamment des communes, et puis de leur capacité aussi à absorber l'accueil de nouvelles populations. Il faut rappeler, pour celles et ceux qui nous écoutent, que les communes de moins de 3500 habitants n'ont pas d'obligation SRU de toute façon. Donc celles-ci, elles en sont a priori exonérées. On fait quand même en sorte, et parce qu'on a un engagement, et ça je veux le saluer, y compris de ces communes qui ne sont pas soumises à la loi SRU, de produire quand même du logement social. Ça permet aussi de répartir et de territorialiser. Et ensuite, par rapport à ce que vous disiez, certaines communes, de toute façon, ont l'obligation de produire du logement social parce qu'elles n'en ont pas produit pendant fort longtemps, ne se mettant pas ainsi en règle avec la loi SRU. Et c'est la loi qui l'impose, Madame Morin. Donc, si vous voulez de toute façon porter la traduction de ce que vous venez de nous dire, eh bien, il faudra modifier la loi SRU. Aujourd'hui, c'est très clair. La loi SRU, elle précise que chaque commune de plus de 3500 habitants doit avoir un taux de 25% de logements locatifs sociaux. Voilà. Et nous, on ne peut pas, à notre niveau, au niveau local, décider que telle ou telle commune, pour différentes raisons que vous avez citées, par exemple le nombre, le volume d'ENAF, par exemple, sur cette commune-là, eh bien, ne l'exonère pas de cette obligation légale issue de la loi SRU, qui, je le rappelle, date de 2000. Donc, évidemment, quand nous travaillons sur les répartitions, on travaille en fonction de tous ces éléments. Bien, aujourd'hui, en effet, on a une difficulté, je l'ai dit ce matin, ça a été rappelé lors du congrès USH, mais je peux vous le rappeler, j'en ai parlé ce matin, hein, et on l'a partagé aussi en commission Habitat, la loi Elan, la RLS, qui a privé les bailleurs sociaux quand même de millions ou de milliards d'euros, imposé aux bailleurs l'augmentation du taux de livret A, la raréfaction du foncier, l'application de la loi climat et résilience, vous l'avez dit, l'augmentation du prix des matériaux, de la construction, la fin de la taxe d'habitation aussi, qui interpelle certaines communes sur leur capacité d'accueil de nouveaux habitants. Bref, on est dans une situation de blocage. Moi, je pense que dans cette situation de blocage, au contraire, notre politique ne doit pas être celle d'opposer
justement la promotion privée et les bailleurs sociaux, puisque quand on discute avec eux, que ce soit les bailleurs sociaux ou les promoteurs, on sent bien qu'ils ont besoin les uns des autres et qu'aujourd'hui, aucune opération ne peut sortir, notamment dans l'équilibre économique qu'elle implique, sans qu'il y ait un accord entre les promoteurs privés et les bailleurs sociaux. Donc c'est ça, aujourd'hui, qu'on va tenir et qu'on va soutenir à la fois. Et il ne faut pas opposer non plus maîtrise d'ouvrage directe et VEFA. Il faut simplement qu'il y ait une bonne répartition et un bon équilibre. Je rappelle enfin, mais ça fait partie de nos points de désaccord, je rappelle enfin que nous avons travaillé sur un document et nous allons continuer pour en travailler un nouveau à travers le POA qui sera présenté avec le PLUIH pour augmenter encore notre production de PLAI, qui sont les logements les plus sociaux pour les personnes les plus défavorisées, et monter jusqu'à 40%, comme c'est le cas aujourd'hui, la production de logements très sociaux dans l'ensemble de la programmation. Vous souhaiteriez qu'il y en ait davantage, et les exemples chiffrés que vous donnez, même s'ils peuvent paraître justes, sont exagérés. D'abord, il y a très peu d'opérations qui ne produisent qu'un seul logement social, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe, puisque vous faites juste un rapport, évidemment, en cas d'opération de 10 logements. Or, quand on regarde, pour produire 7000 logements par an, ce que nous avons réussi à faire sur ces 5 dernières années, eh bien, il y a très peu d'opérations, en effet, qui ne produisent qu'un seul logement social. Et nous sommes à l'objectif de nos 2200, 2300 logements locatifs sociaux par an. Je pense qu'on peut en effet voir cet objectif ne pas être atteint en 2023. Il faudra attendre les chiffres, mais en tout cas, ne vous en déplaise, c'est encore le cas jusqu'en 2022 et ça tient aussi, et je veux les remercier, à tous les élus qui participent de ce soutien et des politiques publiques que nous mettons en place au sein de la métropole et que nous allons encore renforcer. Cette délibération en est un des premiers piliers. Voilà. Je n'ai certainement pas répondu à tout ce que vous avez dit, mais il n'y a pas d'ailleurs de réponse, je pense, à vous apporter. Vous faites des observations et je vous réponds finalement sur les politiques publiques que nous mettons en œuvre. Madame Morin. Oui. Alors en tout cas, si nous sommes, nous, censés être astreints à 2 minutes 30, je vois que ce n'est pas le cas pour les réponses, puisqu'on est à plus du double. Mais je ne doute pas que vous éviterez de me couper dans ma réponse. Alors, tout d'abord, j'avoue que je ne comprends pas bien la réponse de Madame Traval, puisque je sais que c'est une femme intelligente, qu'elle comprend parfaitement ce qu'on lui dit, et donc je suis très étonné qu'elle me parle qu'elle interprète ma demande en la transformant et en prétendant que je dirais qu'il faut s'affranchir de la loi SRU. C'est exactement le contraire que j'ai dit, madame, exactement le contraire. Je sais qu'effectivement, la loi SRU ne s'impose pas aux communes de moins de 3500 habitants. J'ai d'ailleurs beaucoup progressé depuis 3 ans, grâce à vous et grâce à d'autres, et je voudrais remercier la majorité ici présente, du PS jusqu'à la droite, qui effectivement m'a permis de progresser. Donc pour la question de la loi SRU, ce que je pose comme difficulté, c'est le fait que finalement, votre politique, ce n'est pas une politique pour le logement social, c'est une politique où le logement social sert de locomotive au logement des promoteurs privés. Je m'explique. Vous me dites, on ne fait pas un seul logement dans un ensemble de logements, on ne produit pas un seul logement social pour 9... Si, en moyenne. Alors effectivement, vous ne faites pas des bâtiments où il y a un seul logement social et 9 logements privés, c'est vrai. Mais la moyenne de ce que vous faites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous produisez un seul logement très social pour 9 autres logements qui sont soit des logements sociaux pas très sociaux, soit des logements privés. Donc, au rythme où vous progressez, il faudra 39 ans. Donc moi, la question que je vous pose, à vous, partenaires du PS à la droite, c'est comment est-ce que vous comptez répondre réellement à la demande de 77% des demandeurs de logements sociaux, qui sont 40 000. Vous imaginez le nombre de gens qui sont en détresse et à qui vous promettez d'attendre 39 ans. Ce n'est pas acceptable. Et donc, ce que j'évoquais par rapport aux petites communes, et donc des communes de plus de 3 500 habitants, qui sont soumises à l'obligation de la loi SRU et qui sont carencées. On sait qu'on en a plusieurs sur la métropole
pour différentes raisons, soit parce que l'alternance politique a fait que les exécutifs s'est saisis tardivement de cette question-là par obligation, soit parce qu'effectivement certaines communes n'ont rien voulu faire et continuent à rien vouloir faire. La difficulté qu'il y a, c'est que pour les communes volontaristes qui ont un taux SRU carencé, qu'est-ce qu'on leur demande aujourd'hui? On leur demande que chaque fois qu'elles vont produire un logement social pour répondre à cette obligation SRU, on leur demande de produire 2 logements privés dans le même temps. Expliquez-moi comment les petites communes, et je me tourne vers tous nos collègues qui sont ici présents, comment, mesdames et messieurs les maires, qui êtes carencés par la loi SRU, allez-vous faire pour produire un logement social quand on vous demande de trouver du foncier pour 3 logements, dont 2 logements privés qui ne correspondent pas à la demande? Et c'est ça la question que je pose. Et je vous demande de nous expliquer comment vous allez répondre à ces 40 000 demandeurs de logements sociaux, parce que pour l'instant, ils sont censés attendre 39 ans, madame. Et ça, c'est pas acceptable. Merci. Alors, je vais donner la parole à Karine Trallet-Michelet. Je fais remarquer que nous avons examiné grosso modo la moitié des délibérations qui sont inscrites à l'ordre du jour et qu'il est déjà 18h15. Donc vraiment, si on peut tous faire des efforts de synthèse dans les prises de parole, ça sera mieux pour tout le monde. Alors, Monsieur le Président, je le prends pour moi et je vais donc faire très court. Il n'y a pas de communes carencées dans notre métropole. Il n'y en a pas. Il y a des communes qui ne sont pas encore au taux de 25% de logement social. Ça ne veut pas dire qu'elles sont carencées. Et ce n'est pas vrai non plus quand vous dites que toutes les communes ne font pas des efforts. Toutes les communes font des efforts, toutes les communes ont progressé. Voilà. Et donc c'est avec cet élan global, cette ambition commune que nous avons sur aussi de la diversité et de la diversification des produits que nous proposons que nous arriverons. Je connais un peu le sujet, vous voyez, je vais me servir de la commune que je connais, finalement, comme ça ne blessera personne. À Colomiers, nous avons entre 27 et 28% de logements sociaux. Il y a une tradition historique de diversité de logements et de ce qu'on appelle, et je le tiens de mes prédécesseurs, et je l'ai bien ancré dans ce que j'ai appris moi-même de, vous voyez, on apprend les uns des autres, c'est ce que vous disiez, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de logements sociaux, un tiers de logements privés et un tiers de logements intermédiaires. Et ça, c'est pour toute la ville. Et c'est finalement la diversité urbaine qui produit en effet de la mixité sociale et non pas des quartiers qui seraient spécialisés. Voilà. Donc, voilà comment on va y arriver, madame. Et je pense qu'on a déjà, en quelques années, déjà beaucoup progressé, puisque la métropole, dans son ensemble, et le taux consolidé, est maintenant passé à plus de 20% de logements sociaux, là où en 2014, alors je parle pour les mandats que moi j'ai portés dans ce domaine-là et pilotés avec l'ensemble de mes collègues, eh bien on était plutôt autour de 15-16. Et je peux vous dire que rattraper, chacun le sait ici, ne serait-ce qu'un point de taux sur le logement social, eh bien c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent encore. Je sais que parfois, c'est compliqué, mais je compte toujours sur vous. Merci beaucoup, mes chers collègues. Joseph Carle. Oui, non, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que quand les gens qui viennent dans nos permanences, dans nos services du logement, il n'y a pas que des demandeurs de logements sociaux. On a un problème de logement qui est un problème beaucoup plus global. Bon, nous, on n'est pas encore au-delà de 25, on est à 23% à Blagnac. On continue à faire des opérations de logement social, mais il faut aussi qu'on réponde à toutes les demandes. Et ce que disait à l'instant Karine, qui me paraît important, il faut aussi qu'on soit dans un processus d'équilibre. On ne peut pas avoir que du logement social, il faut être dans un processus de réponse à tous les types de demandes. Et cet équilibre, il n'est pas toujours facile à obtenir, mais on s'y emploie, et notamment dans la relation avec les bailleurs sociaux. Et juste pour préciser, il y a des opérations que les bailleurs privés ne peuvent pas enclencher s'ils ne sont pas en partenariat avec les bailleurs sociaux. Bien, je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée.